Merci de me passer la parole. Ça fait un bout de temps qu'on parle d'identité numérique. Ça fait depuis que le web existe, on parle d'identité numérique. Et rien qu'au travers du nom, on a l'impression que c'est déjà un peu désuet, parce que là, on parle que de digital. Je sais pas si vous avez remarqué, le mot numérique, déjà, on a l'impression que c'est un peu old school. Donc là, le focus aujourd'hui que je veux vous faire, c'est de faire un peu un état des lieux, voir un peu ce qui se passe dans le monde bancaire, voir un peu les modèles, puisqu'il y a quand même une maturation, même si l'identité numérique universelle, on n'y est pas encore. Il y a eu des maturations, des idées, des modèles. Je vais vous montrer un peu les modèles qui tiennent la corde pour être déployés. Et puis derrière, voir un peu toutes ces réglementations et toutes les technologies aussi dont on a parlé aujourd'hui, comment elles interviennent et comment elles influencent le thème d'identité numérique. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le sujet et de regarder donc une vidéo sur l'identité numérique vue par les Néerlandais. À tout de suite. Password forgotten. And what was your username again? Wouldn't it be nice if you could log in anywhere in the same way? That's possible with Edin, the new way of online identification with the trusted login method from your bank. Are you going to shop? With Edin, you can create an account. Entering personal data yourself is not necessary. For your next visit, you simply log in. Would you rather not create an account? You can also provide one-off data with Edin. Are you visiting a website where age verification is required? With Edin, you simply confirm your age. Besides online shopping, you can use Edin, for example, at insurers or government agencies. That's easy. For more information, please contact your bank or check www.edin.nl. Voilà. Donc, la vidéo que vous venez de voir donc, illustre ce que les Néerlandais ont lancé donc, il y a récemment, donc service d'identité numérique, qui s'appuie donc sur l'infrastructure iDEAL, donc qui est le moyen de paiement préféré des Néerlandais. Et donc là, vous voyez un peu les usages qu'offre cette solution. Donc, elle permet d'un côté, donc, comme le vent, de se connecter en utilisant le moyen d'authentification de la banque. Donc, pas besoin de créer un compte éventuellement. On peut rester anonyme ou pseudonyme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est plus intéressant, c'est qu'on peut fournir des informations, et donc des informations avec des attributs. C'est la terminologie qu'on emploie en identité numérique, donc des attributs. Et l'intérêt que ce soit la banque qui fournisse ces attributs, c'est que ces attributs vont pouvoir être certifiés. Donc, pour typiquement des cas d'usage où je veux ouvrir un deuxième compte bancaire, où je veux ouvrir une ligne téléphonique, etc., pouvoir bénéficier de ce genre de données pour les fournisseurs de services, ça leur évite un process qui est souvent très coûteux. Bon, voilà les usages. En tant que le modèle maintenant sur lequel on est à peu près d'accord sur le fonctionnement de l'identité numérique, c'est celui-ci. Donc, quand vous le voyez, tout de suite, ça vous fait penser au modèle à quatre coins. Donc, ça, c'est après beaucoup d'errements, on va dire, on est à peu près d'accord dans la communauté de l'identité numérique que c'est ce modèle qu'on appelle Trust Framework, cadre de confiance, qui est celui qui permet à un système de se déployer. Donc, on a vu typiquement aux Pays-Bas, et on voit ça dans d'autres pays nordiques qui sont en avance sur ces thèmes, qu'on reste souvent dans un cadre national, parce qu'effectivement, faire ce type de modèle à quatre coins, c'est compliqué. Ça veut dire mettre en place des règles. C'est très simple de faire un modèle à trois coins, type Facebook Connect ou Google Connect, parce que là, il n'y a pas besoin de se mettre d'accord avec grand monde. Là, dans ces modèles, on a donc l'utilisateur, le fournisseur de services, les fournisseurs d'identité, donc qui pourraient être des banques, et on a une entité qui fait
du routage ou de la découverte qui permettent, depuis le fournisseur de service, de retrouver le fournisseur d'identité de l'utilisateur. Donc voilà un peu le parallèle qu'on peut faire maintenant. Donc il est frappant entre un schéma carte ou paiement et ce modèle de Trust Framework sur lequel on est tous d'accord. En termes de réglementation, donc, vraiment, on en a un paquet en ce moment qui nous tombe dessus. Et donc, ce qu'on peut voir sur chacune d'entre elles, là, c'est qu'elles vont permettre d'accélérer ce processus de migration vers des solutions d'identité numérique. Le premier, donc, si on commence par la gauche, les AML5, donc ça renforce encore les contraintes donc, qui pèsent sur les banques sur la gestion de la connaissance de leurs clients. Et comme ça a été dit ce matin, là-dessus, les personnes ne désintermédient les banques. C'est le genre de process qu'on leur laisse volontiers. Donc effectivement, c'est une contrainte. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un process de KYC, une transaction, c'est pas quelques centimes, c'est plusieurs euros quand on veut identifier, valider l'identité d'une personne. Donc dans un monde qui va être de plus en plus numérique, cette donnée-là, cette connaissance du client, si on a un cadre qui permet de le diffuser, de le monétiser, ça devient de l'or. Le règlement IDAS, donc ça a été mentionné juste avant, là, avec les différents niveaux d'authentification. Donc il y a un point qui est intéressant, c'est effectivement qu'on standardise avec les anciennes étoiles effectivement qu'on avait. On standardise des niveaux d'authentification et on pourrait se baser sur ce système pour avoir de l'interopérabilité au niveau européen. Ça ouvre aussi des portes pour faire de la signature électronique, puisqu'avec ce règlement, on peut faire une authentification en ligne et derrière, avec un certificat électronique qui est mis à la volée, faire de la signature de documents. Donc ça ouvre des cas d'usage. L'aspect interopérabilité cross-frontière, comme on l'a vu, ça reste marginal. Donc là, il faudra attendre un peu. Encore une fois, je pense que les schémas d'identité numérique ont plutôt vocation à être déployés dans un cadre national. L'instant payment, bon, c'est le thème de la journée. L'instant payment, je pense que ça va apporter justement cette digitalisation complète des parcours clients. Ce qu'on a vu avec IDIN, encore une fois, ils se sont appuyés sur l'infrastructure iDeal, avec un parcours client donc, qui est similaire, où on continue à avoir un bouton, le bouton Connect, etc. Je pense, comme ça a été évoqué aussi ce matin, qu'on va passer, tout comme le paiement sec, entre guillemets, dans l'instant payment, comme ça a été évoqué, donc c'est pas ce genre de solution qui va se développer. L'identité, c'est pareil, l'identité, elle peut être inclue dans l'expérience client, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se déployer. La DSP2, donc qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte, d'une part, l'authentification forte, et elle apporte aussi donc l'usage de protocoles qui sont directement issus de la communauté d'identité numérique. Tous les protocoles liés aux API utilisent pour la gestion d'autorisation des protocoles type OAuth, qui sont typiquement des protocoles de gestion d'identité, donc dans ce cas-là, de gestion d'autorisation. Donc on voit que là, avec ce genre de protocole, on fait un pas de plus pour faire converger des protocoles bancaires qui vivaient leur vie et maintenant des protocoles qui sont beaucoup plus ouverts sur le web. Le règlement sur la protection des données, de son côté, il va apporter des contraintes supplémentaires sur le consentement, sur la gestion des données personnelles. Donc à voir si justement ça ne va pas être une opportunité pour faire en sorte que les fournisseurs de services n'aient pas à gérer des bases de données personnelles sur lesquelles les contraintes vont être de plus en plus importantes.
Donc typiquement dans la vidéo qu'on voyait, c'est très peu développé en France, mais ça existe beaucoup dans d'autres pays. Je veux faire du shopping, mais je le fais sans créer de compte. Voilà, donc ça évite aussi de laisser des données personnelles traîner à droite à gauche. En termes de technologie, le W3C a commencé un groupe de travail, initié un groupe de travail sur la gestion. Donc le W3C standardise le HTML et tous les protocoles qui sont dans les navigateurs, pour rappel. Le W3C a lancé un groupe de travail sur la gestion des attributs certifiés. Donc là, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, là, cette terminologie qui permet de désigner les données qui sont signées par le fournisseur d'identité et qui vont être communiquées au fournisseur de services. Les API, donc je l'ai un peu évoqué déjà, tout ce qui est identité numérique, ça fonctionne vraiment avec des API. Donc là, on est en plein dedans. Sur la vie privée, donc il y a des problèmes d'anonymisation qu'on va pouvoir résoudre. Il y a des protocoles maintenant qui existent, qui permettent d'anonymiser les transactions. Dans le bancaire, on parle déjà depuis plusieurs années de la tokenisation des numéros de carte. On parlera peut-être de la tokenisation des IBAN. Et avec ces contraintes amenées par le règlement sur la protection des données, on va aussi, le RGPD incite à la pseudonymisation des identités. Donc les technologies qui permettent de faire ça existent et ne demandent plus qu'à être déployées. Tout ce qui est user-centric design, en fait, c'est effectivement de se focaliser sur le parcours de l'utilisateur. Donc là, avec beaucoup le mobile, avec des expériences sans couture. Donc ça, vous connaissez mieux que moi. Pour conclure, donc quelques freins et leviers. Les freins, la gestion du consentement. C'est compliqué à gérer, donc encore une fois, le règlement sur la protection des données insiste là-dessus. Le parcours client, pour gérer toute cette boucle d'identité numérique, il faut qu'il soit revu. Donc là, on l'a vu, l'instant payment, pourquoi pas coupler les deux. L'authentification, donc ça c'est plutôt un point fort. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dorénavant, on arrive à la phase où on a vraiment découplé la phase, l'authentification du client du protocole de paiement. Donc là, vraiment, une fois que ces chantiers-là auront été menés jusqu'au bout dans l'écosystème des paiements, une fois qu'on a authentifié le client, lancer un instant payment ou alors faire transiter des données, des attributs certifiés, c'est pareil, on pourra utiliser les mêmes tuyaux. Et finalement, donc, en termes d'image et marketing, donc là, actuellement, les seuls endroits où l'identité numérique a vraiment percé, donc, ce sont avec les GAFA qui utilisent donc, Google et Facebook Connect. Juste une anecdote pour vous montrer que les banques ont leur place dans cet écosystème. L'année dernière, en Allemagne, c'est une histoire qui a fait du bruit, c'est une artiste qui s'est fait suspendre son compte Facebook parce qu'elle avait relayé des photos d'une campagne de promotion de la prévention du cancer du sein. Donc son compte Facebook a été suspendu. Donc vous pouvez vous dire, bon, le compte Facebook suspendu, ok, on n'a pas Facebook pendant un jour, c'est pas grave. Sauf que, en fait, cette personne utilisait Facebook Connect pour quasiment tous les services numériques qu'elle utilisait. Donc en fait, pendant toute cette période, elle n'a plus pu se connecter à tous ces services. Donc les services de connexion, les services pour laisser des commentaires, même les services de musique. C'était un blackout complet sur sa vie numérique. Donc voilà, donc, pour illustrer que voilà, cette notion d'identité numérique est importante, va être de plus en plus importante, et je pense que les banques ont de la valeur à faire valoir dans ce domaine. Merci.